dit que les héros meurent sur les champs de bataille, l'épée levée contre la tyrannie, leur dernier souffle, un cri de guerre qui résonne à travers les siècles. Mais William Wallace, le plus grand rebelle d'Écosse, l'homme qui humilia l'Angleterre au pont de Stirling, ne tomba pas sous l'acier anglais, dans un combat honorable. Il tomba face à quelque chose de bien plus corrosif, une poignée de main, écossaise. Dans les ombres détrempées par la pluie, près de Glasgow, dans un moment dépouillé de toute gloire, Wallace fut livré à ses bourreaux, non pas par des soldats ennemis, mais par ses propres compatriotes. Ceci est l'histoire d'un piège qui se referma, d'un mélange de politique de survie, d'accords secrets et de trahisons calculées, qui accomplirent ce que les armées d'Edward Longshanks n'avaient pas su obtenir. Ceci est l'histoire de l'étau qui s'est resserré autour du gardien de l'Écosse et du noble Écossais dont le nom serait maudit pendant des générations, après sa défaite écrasante à Falkirk en 1298. William Wallace cessa d'être le commandant militaire de l'Écosse. Il devint autre chose, un fantôme. L'homme qui avait jadis mené des milliers d'hommes se volatilisa dans les brumes et les vallées de sa patrie. Il circula à travers un réseau de granges, de refuges et de caches secrètes. Il abandonna son armure et ses titres, ne conservant que sa conviction et son refus de se soumettre. Alors que d'autres nobles écossais pliaient le genou et signaient les serments de loyauté d'Édouard, Wallace choisit la vie d'outlaw. Il devint un fugitif dans sa propre terre, traqué non seulement par les garnisons anglaises, mais aussi par les mécanismes mêmes du pouvoir médiéval, shérif, informateur, mandat et promesse. L'Écosse qu'il traversait n'était plus unie derrière lui. Elle était fracturée, pragmatique, et de plus en plus prête à troquer le héros d'hier contre la survie de demain. Édouard, l'homme d'Angleterre, avait compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir. On n'a pas besoin d'attraper soi-même chaque rebelle, si l'on peut transformer leurs voisins en chasseurs. Après Falkirk, le roi anglais mit en place une stratégie plus insidieuse que n'importe quelle armée. Il inonda l'Écosse de pressions administratives, plaçant des shérifs loyalistes aux postes clés, délivrant des lettres qui promettèrent la ruine à ceux qui abriteraient de Wallace et la récompense à ceux qui le livreraient. Les célèbres Ragman Rolls, ces documents de soumission signés par les nobles écossais, devinrent des instruments de division. Ceux qui signaient recevaient pardon, protection et la possibilité de conserver leurs terres. Ceux qui refusaient faisaient face à la confiscation, à l'emprisonnement. Ou pire, la stratégie d'Édouard était d'une élégance cruelle. Il fit de la coopération un choix rationnel et de la résistance une forme de suicide. La pression pesait surtout sur des hommes comme Sir John de Menteith, un noble écossais dont les terres se trouvaient près de Glasgow, précisément dans la région où l'on disait que Wallace circulait. Menteith n'était pas un seigneur particulièrement puissant, ni un guerrier célèbre. Il était administrateur, un survivant, un homme pris entre des loyautés contradictoires, à une époque où la loyauté elle-même était devenue une marchandise. Les archives anglaises montrent que Menteith occupait la fonction de shérif de Dumbarton, un rôle qui le plaçait directement dans la toile administrative d'Édouard. Il connaissait les conséquences de la défiance. Il avait vu des nobles tout perdre. Et il connaissait aussi les récompenses de la coopération, murmurées dans les lettres des officiers anglais, promises lors de rencontres discrètes. La nature exacte de l'accord reste obscure, perdue dans les lacunes des documents survivants. Mais le résultat est indéniable. Contrairement à la légende populaire, il existe peu de preuves documentaires que Menteith fut payé en argent pour la capture de Wallace. Les chroniqueurs médiévaux, surtout les Anglais, mentionnent rarement un échange d'argent dans cette affaire. Ce qu'ils enregistrent, ce sont des promesses, des pardons pour les offenses passées, la confirmation de ses terres, la sécurité pour la famille de Menteith, et une place dans le calcul du pouvoir médiéval.
Ces garanties valaient plus que des pièces. Un sac d'argent pouvait être dépensé. Un pardon royal pouvait sauver une lignée. La vérité est sans doute plus banale et plus tragique que la vision hollywoodienne des bourses qui teintent. Menteith trahit probablement Wallace, non par avidité, mais pour survivre. Il fit le choix que des milliers d'autres firent dans ces années-là. Il choisit l'avenir de sa famille plutôt qu'une cause perdante. Wallace, lui, refusa chaque occasion de faire ce même choix. Il rejeta les Ragman Rolls, méprisant l'offre de clémence d'Édouard en échange de la soumission. Au lieu de cela, il chercha une autre voie, la diplomatie internationale. Les indices suggèrent que Wallace voyagea en France et peut-être à Rome, cherchant le soutien de Philippe le IV et du pape Boniface le VIII, espérant internationaliser la lutte de l'Écosse. Ces voyages prirent des mois, peut-être des années, et quand il revint en Écosse, le paysage avait changé sous ses pieds. Le réseau de refuges s'était amenuisé. Les nobles qui jadis l'abritaient évaluaient désormais les risques. Dans le nouvel ordre imposé par Édouard, Wallace n'était plus un général, mais un fardeau, une association dangereuse, un homme dont la seule présence pouvait attirer la rétribution anglaise sur quiconque lui offrait l'hospitalité. Les détails de la trahison sont conservés en fragments, dans les registres administratifs anglais, dans des chroniques écossaises écrites des décennies plus tard, et dans le folklore vénéneux qui se développa autour du nom de Menteith. Ce que nous savons est ceci. Au début du mois d'août 1305, Wallace séjournait près de Robroyston, non loin de Glasgow, sur un territoire contrôlé par Menteith. Les raisons de sa présence restent floues. Certaines sources suggèrent qu'il cherchait des alliés, d'autres qu'il croyait à une rencontre arrangée avec des partisans. Ce qui est clair, c'est que Menteith savait qu'il était là. Par renseignement direct ou par invitation calculée, le shérif écossais plaça ses hommes pour une opération chirurgicale. Il n'y aurait ni charge de cavalerie, ni siège, ni bataille. Juste du timing, de l'information et la volonté d'agir. La nuit de l'arrestation était humide. Les torches sifflaient sous la pluie, projetant des ombres vacillantes sur le paysage. Wallace, selon des récits postérieurs, était accompagné d'un petit groupe, peut-être quelques hommes, peut-être moins encore. Il avait baissé sa garde, une erreur catastrophique née de l'épuisement ou d'une confiance mal placée. Les hommes qui approchaient étaient des visages connus, des Écossais qui parlaient en sa langue, qui connaissaient en son nom. Il n'y eut pas de confrontation dramatique, pas d'occasion pour Wallace de tirer son épée en défi. Le moment avait été conçu pour le lui refuser. Les mains s'agitèrent rapidement dans la lueur des torches. Des cordes apparurent. Les poignets furent liés. Et avant que William Wallace ne comprenne pleinement ce qui se passait, il était prisonnier. Le héros du pont de Stirling, le gardien de l'Écosse, avait été capturé sans qu'un seul coup d'épée soit échangé. L'efficacité de l'opération était en soi une horreur. Les hommes de Menteith déplacèrent Wallace rapidement, en évitant les zones peuplées où des sympathisants auraient pu tenter un sauvetage. Ils le transportèrent jusqu'au château de Dumbarton, la forteresse de Menteith, avant de le livrer aux Anglais. La remise fut documentée méticuleusement. Les officiers anglais enregistrèrent chaque étape, chaque point de contrôle, chaque transfert de responsabilité. Wallace n'était plus un homme. Il était devenu un trophée, une prise politique, la preuve que la machine administrative d'Édouard fonctionnait. En quelques jours, il fut conduit vers le sud, enchaîné, en route pour Londres. Non pas escorté par une grande armée, mais par un petit détachement professionnel. Les Anglais célébraient leur victoire avec une précision bureaucratique. Paiements distribués, dépenses consignées, rapports archivés. C'était un triomphe, non pas de la valeur martiale, mais de la logistique et de la trahison. La nouvelle de la capture de Wallace se répandit en Écosse comme une plaie ouverte. Les réactions furent complexes, contradictoires, révélatrices.
Les officiers anglais exultaient. Édouard avait enfin mis la main sur le rebelle qui avait humilié ses armées et défié son autorité pendant des années. Certains nobles écossais exprimèrent ce que les archives anglaises appellent un soulagement. Était-ce sincère ou simple soumission feinte? Impossible à savoir. Ils avaient fait la paix avec la domination anglaise. La résistance obstinée de Wallace était pour eux un embarras, un rappel de leur propre capitulation. Mais parmi le peuple, parmi ceux qui se souvenaient du pont de Stirling et de ce bref éclat, où l'Écosse avait semblé capable d'indépendance, il y eut du chagrin et de la rage. Et cette rage ne se tourna pas d'abord contre les Anglais, mais contre Menteith, l'Écossais qui avait livré le champion de l'Écosse à ses ennemis. Lorsque Wallace arriva enfin à Londres, à la fin du mois d'août 1305, son sort était déjà scellé. Il n'y aurait pas de procès au sens véritable du terme. Le verdict avait été décidé avant même qu'il ne franchisse la salle de Westminster. Édouard l'accusa de trahison. Wallace rejeta l'accusation, arguant qu'il n'avait jamais juré fidélité au roi d'Angleterre et qu'il ne pouvait donc pas le trahir. Un argument juridiquement fondé, mais politiquement sans valeur. Le but de la procédure n'était pas la justice, mais le théâtre, montrer publiquement ce qui attendait ceux qui défiaient Édouard Longshanks. Le 23 août 1305, Wallace subit une exécution destinée à l'effacer de l'histoire, à transformer le héros en avertissement. Il fut traîné dans les rues de Londres, attaché à un cheval, puis pendu jusqu'à frôler la mort. Mais on le détacha avant qu'il n'expire. Encore conscient, il fut soumis au rituel réservé aux traîtres, l'éviscération et la castration, ses organes brûlés devant ses yeux. Enfin, il fut décapité et écartelé. Son corps fut divisé en 4 quartiers, envoyé à Newcastle, Berwick, Stirling et Perth, 4 coins de l'Écosse où l'on exposerait un fragment de leur gardien tombé, comme un sinistre avertissement. Édouard voulait que cette brutalité mette fin à l'histoire de William Wallace, qu'elle montre l'inutilité absolue de la résistance face au pouvoir anglais. Mais la terreur agit de façon imprévisible. Au lieu d'effacer Wallace, l'exécution l'immortalisa. L'excès même du châtiment suggérait qu'Édouard craignait quelque chose en lui. Wallace représentait plus qu'une capacité militaire. Il incarnait une idée. Cette idée, à peine formulée de son vivant, était que l'Écosse avait le droit d'exister indépendante de la domination anglaise, que la loyauté au royaume écossais primait sur la loyauté à un roi, anglais ou écossais. Wallace avait incarné ce principe par son refus de se soumettre, par son rejet de chaque pardon offert, par son choix de vivre en hors-la-loi, plutôt que d'accepter la souveraineté anglaise. Édouard pouvait détruire le corps de Wallace, mais cet acte de destruction n'amplifia que le principe qu'il représentait. L'immédiat après de l'exécution de Wallace fut paradoxalement une période de contrôle anglais accru, avec leur rebelle le plus célèbre mort et son corps morcelé, exposé en guise d'avertissement. Beaucoup crurent que la résistance écossaise allait s'effondrer. Édouard publia des ordonnances pour gouverner l'Écosse, installa des administrateurs anglais aux postes clés et sembla, un instant, avoir atteint son but, incorporer définitivement l'Écosse à son royaume. Les nobles écossais qui avaient signé les Ragman Rolls se virent confirmés dans leur pragmatisme. Eux avaient survécu, tandis que Wallace avait péri. Menteith, s'il attendait récompense et sécurité, dut probablement en recevoir une part, au moins temporairement. La machine de l'occupation fonctionnait, huilée et efficace, durant la fin de 1305 et le début de 1306. Mais la mort de Wallace créa un vide, et surtout un symbole. Son exécution démontrait qu'il n'existait aucune voie de compromis, aucun chemin modéré entre soumission et résistance. Si les Anglais pouvaient massacrer même des rebelles capturés, quelle sécurité offrait réellement la soumission? Cette leçon ne fut pas perdue pour un personnage crucial,
jusque-là ambigu dans la politique écossaise, Robert Bruce, comte de Carrick. Un noble qui portait une revendication au trône, Bruce avait longtemps oscillé entre allégeance anglaise et nationalisme écossais, signant les Ragman Rolls un jour, combattant Wallace un autre. Il était l'incarnation même du noble pragmatique, calculant sa survie. Mais le sort de Wallace changea son calcul. En mars 1306, moins d'un an après l'exécution, Bruce tua son rival John Comyn dans une église à Dumfries et s'empara de la couronne écossaise dans un geste désespéré, presque certainement improvisé. Un acte téméraire qui violait à la fois la loi sacrée et le bon sens politique, mais qui offrit un nouveau point focal à la résistance écossaise. La rébellion de Robert Bruce était différente de celle de Wallace. Elle était menée par un prétendant légitime au trône, soutenu par des liens nobles et une autorité féodale que Wallace n'avait jamais possédée. Mais c'était bien l'exemple de Wallace, et plus encore sa mort, qui rendit la décision de Bruce possible. Le refus du roturier avait donné aux nobles la permission d'essayer. Pourtant, les premières campagnes de Bruce furent catastrophiques. Édouard Ier le traqua avec la même rigueur administrative qu'il avait appliquée à Wallace, forçant Bruce à se cacher dans les hautes terres de l'Ouest et, selon la légende, à s'exiler sur la côte irlandaise. Sa famille subit de terribles représailles. Ses frères furent exécutés, sa femme et sa fille emprisonnées, ses partisans impitoyablement pourchassés. Pendant un temps, en 1306 et 1307, il sembla que la rébellion de Bruce s'achèverait encore plus vite que celle de Wallace. Mais en juillet 1307, Édouard Ier mourut. Son fils, Édouard II, n'avait ni la même poigne, ni la même cruauté concentrée. L'étreinte anglaise sur l'Écosse commença, très lentement, à se desserrer. Bruce mena une guerre de guérilla, directement inspirée des tactiques de Wallace. Éviter les grandes batailles, frapper les garnisons anglaises, reconstruire progressivement une base de soutien. Puis vint la bataille de Bannockburn, en 1314. Là, les forces de Bruce écrasèrent une armée anglaise plus nombreuse. Ce fut la grande victoire écossaise, celle qui assura la royauté de Bruce et força l'Angleterre à reconnaître, du moins temporairement, l'indépendance de l'Écosse. Mais Bannockburn n'aurait jamais été possible sans l'exemple de Wallace, qui avait démontré, des années plus tôt, que les armées anglaises pouvaient être battues. Les tactiques employées par Bruce, choisir soigneusement le terrain, former des schiltrons de piquiers, exploiter la confiance excessive des Anglais, étaient un écho du pont de Stirling. Plus fondamentalement, Bannockburn fut gagné parce que Wallace avait gardé en vie l'idée d'une Écosse indépendante, à une époque où tout calcul rationnel dictait la soumission. Bruce gagna la bataille. Wallace avait préservé la possibilité de la livrer. Dans les décennies et siècles qui suivirent, la mémoire écossaise dut composer avec ce double héritage de 1305. D'un côté, Wallace, le roturier qui refusa de plier, qui choisit la mort plutôt que le déshonneur, et qui devint, dans la mort, le martyr parfait de l'indépendance écossaise. De l'autre, Menteith, le pragmatique qui le trahit, qui incarnait une vérité plus dure. Les nations ne sont pas sauvées seulement par des martyrs, mais aussi par les choix de nobles ordinaires, d'administrateurs, de survivants qui décident d'accommoder ou de résister au pouvoir. Les chroniques écossaises traitèrent ces deux figures comme des opposés moraux. Wallace, le héros, Menteith, le traître. Mais en un sens, ils étaient deux réponses à la même situation impossible. Deux façons de naviguer dans la catastrophe de l'occupation. Le folklore qui se développa autour de la capture de Wallace en dit long. Une obsession s'installa autour du moment précis de la trahison. Les histoires se multiplièrent. Menteith aurait signalé la cachette de Wallace en retournant un pain sur la table, signe pour les soldats anglais qui attendaient. D'autres affirmaient qu'il l'avait invité à souper avant de tendre le piège. Ces détails, vrais ou inventés, avaient une fonction narrative. Ils transformaient Menteith en figure de Judas,
personnifiant la trahison, dramatique et compréhensible. Car l'exécution, après tout, avait été le fait d'ennemis. Elle était attendue, comprise dans la logique de la guerre médiévale. Mais la trahison était autre chose. Elle suggérait que le danger véritable venait moins des armées anglaises que de la faiblesse écossaise. Du voisin qui pesait la survie contre la solidarité et choisissait la première. Cette blessure identitaire fut plus profonde que n'importe quelle défaite militaire, parce qu'elle était infligée par l'intérieur. Les historiens débattent depuis longtemps des motivations de Menteith. On a fouillé les documents survivants à la recherche d'une preuve, un paiement, une correspondance révélant ses pensées, quelque chose qui expliquerait son choix. Mais les preuves restent désespérément maigres. Nous savons qu'il était shérif de Dumbarton, qu'il contrôlait le territoire où Wallace fut capturé, qu'il le remit aux Anglais, et qu'il conserva sa position par la suite. Certains documents suggèrent qu'il reçut confirmation de ses terres, d'autres qu'il bénéficia de pardon pour offenses passées. Mais il n'existe pas de lettre fatale, pas de preuve fumante disant « Je trahirai Wallace pour telle récompense ». Peut-être Menteith n'a-t-il jamais formulé ses raisons, même pour lui-même. Peut-être, comme tant d'administrateurs dans l'histoire, s'est-il contenté de suivre la logique du système, de faire le choix rationnel dans des contraintes impossibles, et de se convaincre que c'était nécessaire. L'absence de preuve d'un paiement en argent est significative, car elle complique le récit. Si Menteith avait été acheté avec de l'argent, l'histoire serait simple. Un traître cupide vendant un compatriote pour des pièces, un Judas facilement condamné. Mais s'il agit pour obtenir un pardon, pour garantir la survie de sa famille et sa position, dans un monde où la défiance menait à la destruction, l'histoire devient plus inconfortable. Elle suggère que la capture de Wallace ne fut pas l'œuvre d'un homme exceptionnellement mauvais, mais le résultat prévisible d'un système conçu pour produire exactement ce type de choix. Édouard avait créé un environnement où trahir Wallace était l'acte rationnel, et Menteith ne fut que l'homme qui l'exécuta. Cela pose une question dérangeante. Combien d'autres firent des choix similaires, à plus petite échelle durant ces années? Combien de refuges fermèrent leurs portes? Combien de sympathisants décidèrent que protéger Wallace devenait trop dangereux? Combien de messages ne furent jamais envoyés, d'avertissements jamais transmis, parce que le coût d'une association était devenu insupportable? La capture de Wallace à Rob Royston fut le couronnement d'une multitude de petites trahisons, chacune invisible, chacune compréhensible, mais collectivement fatale. Le nom de Menteith survécut dans l'infamie parce qu'il exécuta l'acte final. Mais il ne travaillait qu'avec des renseignements provenant d'informateurs, dans un territoire déjà sous contrôle anglais, contre un homme isolé par des années de retrait pragmatique d'autrui. La version hollywoodienne de l'histoire de Wallace, notamment dans Braveheart de Mel Gibson, efface en grande partie cette complexité. Dans ce récit, Wallace est trahi par des figures nommées des nobles clairement motivés, dans des confrontations dramatiques. Le film avait besoin de traîtres identifiables pour offrir une clarté narrative, et il les fournit. Mais la trahison historique était plus diffuse, plus systémique, et donc plus glaçante. Ce n'était pas un moment, mais un processus. Pas un seul méchant, mais un système. Pas une confrontation théâtrale, mais une lente construction de contraintes, jusqu'à ce que Wallace n'ait plus nulle part où fuir, plus personne chez qui trouver refuge. Même les détails physiques de l'arrestation, perdus dans l'histoire, manquent probablement de drame. Pas d'armée s'affrontant, pas de dernier combat désespéré, pas d'occasion pour Wallace de lancer un discours de défi. Il y eut la pluie, la lueur des torches, des visages familiers, puis des cordes. Le moment fut conçu pour être sans héroïsme, pour refuser à Wallace la mort qu'il aurait choisie, celle du champ de bataille. Après l'exécution de Wallace, Menteith s'efface peu à peu des chroniques. Nous ne savons pas comment il passa ses dernières années, s'il prospéra grâce à son choix,
s'il ressentit du remords ou de la justification. On le retrouve dans quelques documents administratifs confirmant qu'il conserva terres et fonctions un certain temps. Mais les archives restent silencieuses sur sa vie intérieure. Se voyait-il comme un pragmatique ayant pris une décision difficile mais nécessaire? Ou le fantôme de Wallace vint-il le hanter plus tard? Les écrivains écossais, eux, imaginèrent son tourment. Ils le dépeignirent comme rongé par la culpabilité, maudit par Dieu, mourant dans la disgrâce. Mais cela reflétait ce que les moralistes pensaient qu'il aurait dû subir et non nécessairement ce qu'il vécut. Le legs le plus profond de la capture de Wallace n'est pas militaire, ni même politique, mais psychologique. Elle grava dans la conscience écossaise l'idée que la plus grande menace pour l'indépendance ne venait pas seulement des armées anglaises, mais aussi des compromis écossais, des nobles prêts à troquer la souveraineté contre la sécurité, des accords secrets passés dans l'ombre, tandis que les héros mouraient dans la lumière. Ce thème allait se répéter dans toute l'histoire écossaise, la suspicion envers les élites, la glorification de la résistance intransigeante et la conviction que les ennemis de l'Écosse se trouvaient autant à l'intérieur qu'au-delà de la frontière. Le nom de Menteith, noirci à travers des siècles de ballades et de chroniques, devint le symbole de cette menace intérieure. Traiter quelqu'un de Menteith, c'était l'accuser de vendre son pays pour un gain personnel, de préférer la survie au principe, de trahir le collectif pour l'avantage individuel. L'homme historique était sans doute plus complexe. Un petit noble confronté à des choix impossibles dans des temps catastrophiques. Mais la mémoire le simplifia en symbole. Car les symboles sont utiles. L'Écosse avait besoin d'un Judas pour expliquer la chute de Wallace, d'un nom à maudire en contemplant le prix du pragmatisme. Mais il existe une autre façon de lire l'histoire, moins confortable, mais peut-être plus honnête. Le choix de Menteith, coopérer avec le pouvoir anglais, livrer Wallace, assurer l'avenir de sa famille au prix de la vie d'un rebelle, était sans doute le choix que la plupart des hommes, en tout temps, auraient fait. Car l'héroïsme est rare, la survie est commune. Wallace était extraordinaire précisément parce qu'il refusa ce calcul ordinaire de l'instinct de conservation. Il choisit une voie qui menait inévitablement à la torture et à la mort. Et il l'a choisie en pleine conscience. La plupart des hommes ne sont pas capables d'un tel choix et ne veulent pas le faire. Menteith représente la réponse humaine ordinaire à la tyrannie, l'accommodement, le compromis, l'espoir que la soumission apportera la sécurité. La tragédie est que les deux choix, celui de Wallace et celui de Menteith, étaient le produit d'une même politique anglaise. Édouard avait bâti un système où les Écossais ne pouvaient être des héros qu'en mourant et des traîtres qu'en survivant. Il n'y avait pas de juste milieu, pas de chemin permettant à la fois le principe et la préservation. C'était le génie de son approche. Il fit des Écossais les instruments de leur propre soumission, les retourna les uns contre les autres, s'assura que la résistance écossaise serait brisée non pas tant par les épées anglaises que par les choix écossais. La capture de Wallace fut le chef-d'œuvre d'Édouard. Un shérif écossais livrant le gardien de l'Écosse à la justice anglaise, tout cela documenté et légal, réalisé par les rouages du gouvernement plutôt que dans le chaos de la bataille. La pluie de Rob Royston, la lueur des torches, les visages familiers, les cordes, ces détails, qu'ils soient historiques ou légendaires, comptent, car ils ôtent toute gloire au moment. Wallace ne tomba pas sur un champ de bataille, l'épée à la main, entouré d'ennemis terrassés. Il fut pris dans l'ombre par des compatriotes, par la trahison plutôt que par la vaillance. C'était la fin la moins héroïque possible pour un héros, et c'était exactement ce qu'Édouard avait voulu. L'exécution à Londres fut barbare, mais la capture avait été pensée pour humilier, montrer que toute la défiance de Wallace, toutes ses victoires, toutes ces années de résistance avaient s'y mené à cela, être ligoté,
impuissant, livré par son propre peuple, réduit du gardien de l'Écosse à un criminel attendant sa peine. Et pourtant, l'humiliation n'eut pas l'effet escompté. La trahison même de sa capture, l'implication d'Écossais dans sa chute, alimentèrent la puissance de l'histoire. Elle suggérait que Wallace était assez dangereux pour que les Anglais ne puissent le prendre seul, qu'ils eurent besoin de la complicité écossaise pour l'abattre. Cela impliquait que la plus grande force de Wallace n'était jamais militaire, mais morale. Son refus obstiné de se soumettre, son incapacité à calculer la survie contre le principe. Cette qualité-là ne pouvait être vaincue par les armées anglaises. Elle ne pouvait être trahie que par ceux qui étaient assez proches pour exploiter sa confiance. Depuis, l'histoire de Wallace fut racontée et réinventée, adaptée et mythifiée, au point que la figure historique se perd presque sous les couches de légende. Mais le cœur du récit demeure intact. Un simple homme qui défia un roi, qui refusa chaque occasion de se sauver par la soumission, qui fut abattu non par la force ennemie mais par la faiblesse des siens, et qui, dans la mort, devint plus puissant qu'il ne l'avait jamais été vivant. C'est une histoire sur le prix de la résistance et la corrosion de l'occupation, sur la manière dont la tyrannie agit, non par la force écrasante, mais par les petites corruptions, les accords secrets, les calculs rationnels de survie. La trahison de Menteith accomplit ce que les armées d'Édouard n'avaient pas su faire. Elle fit disparaître Wallace du champ de bataille, mais elle créa aussi un martyr, clarifia les enjeux du combat écossais et contribua à pousser Robert Bruce, de noble hésitant, à roi rebelle. La blessure de la trahison marqua l'Écosse, mais elle contribua aussi, paradoxalement, à la sauver, en démontrant que les promesses anglaises étaient illusoires, que la seule voie vers une véritable sécurité était l'indépendance. En août 1305, les Anglais tuèrent un homme à Londres. Ils le torturèrent, le démembrèrent, éparpillèrent son corps à travers l'Écosse et consignèrent soigneusement chaque étape. Ils crurent célébrer un triomphe, mais ce qu'ils ne purent détruire, c'était l'idée qu'ils portaient, que la soumission n'est pas inévitable, que l'occupation n'est pas permanente, que l'indépendance d'un royaume compte davantage que la survie d'un seul homme. Édouard gagna la bataille de Rob-Royston et l'exécution à Westminster. Mais l'Écosse, finalement, gagna la guerre. Et quand elle le fit, elle se souvint de celui qui n'avait jamais plié.